Bonjour et bienvenue sur le Dealmaker Show. Nous vous recevons à nouveau pour une émission captivante. Nous réunissons sur le plateau aujourd'hui des personnalités du monde de l'entreprise et du conseil, puisque c'est notre première émission sur le dossier spécial La relève du corporate M&A. Je vais vous présenter dans un instant mes invités. Nous sommes ravis de les recevoir dans le cadre de ce dossier que nous publions évidemment sur Decider Corporate Finance. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et le site officiel de ce média d'affaires. Béatrice Constant, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes directrice éditoriale, directrice adjointe de toute l'équipe justement Decider Corporate Finance. Vous passez votre temps, votre quotidien sur le marché pour rencontrer les acteurs du conseil, les fonds d'investissement, les corpos. Donc les conseils, ce sont les banquiers d'affaires, le transaction services, les VAL, les avocats. Vous prenez le pouls du marché quotidiennement. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous nous donnerez un éclairage bienvenu sur votre perception des tendances de marché. Stéphane Dahan, à votre tour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez fondé avec Eric Gage en 2005 Excelmance. Exactement. Vous êtes aujourd'hui 80. On a dépassé 100. Dépassé 100 déjà. Et oui. Ça va vite. Oui. Mais c'est les régions, ça. On y reviendra. Exactement. C'est les régions qui se développent. Et donc, vous êtes un acteur bien connu du TS, notamment. Mais c'est à ce titre que tu es là ce matin, parce que tu fais plus de 100 dossiers par an avec tes équipes. Facilement, oui. Facilement, oui. Oui. Je minimise, mais ça te permet de rebondir. C'est bien minimise. Voilà, donc vous faites 120, 130 dossiers par an, small to mid, et vous accompagnez fonds comme corporate sur la partie TS. Exactement. Notamment, mais c'est pour ça que tu es là ce matin. Merci Stéphane Avec d'être grand avec plaisir. nous. Jérémy Koval, bonjour. Bonjour, Jérémy, tu es Head of M&A chez Paprec, c'est ça. champion donc de la revalorisation des déchets, groupe qui trouve, on va dire, son existence actuelle l'origine de son existence actuelle dans les années 90, avec Jean-Luc Petit-Huguenin qui reprend une boîte qui fait. Qui reprend une boîte qui fait à l'époque à peu près 5 millions de chiffre d'affaires et donc là en 2023 on va faire à peu près 3 milliards. Voilà. Voilà, Ok. donc ça en 25-30 ans et après qu'aujourd'hui c'est 15 000 personnes et on est présent dans une dizaine de pays, donc principalement la France, Suisse, Espagne, Angleterre, Pologne et après dans d'autres géographies, donc une dizaine de pays et des clients qui sont à la fois des clients industriels privés, donc ça c'est on va dire, le métier d'origine de Paprec, et aujourd'hui tous les clients collectivités, donc on est capable de faire toute la palette du recyclage et du traitement de déchets. Et ben je me doute que pour passer de 5 millions à 3 milliards, vous devez faire 2-3 trucs. Et en plus, vous l'avez fait avec bon, c'est pas le sujet du jour, mais vous l'avez fait avec une méthode equity, on va dire, assez singulière, parce que vous avez toujours eu des investisseurs au capital, et en même temps, ils n'ont jamais eu une place ni majoritaire, je veux dire, ça a toujours été vraiment des partenaires financiers qui vous ont accompagné. Alors tout à fait, donc Paprec, comme tu l'as dit, c'est Jean-Luc Petit-Huguenin et aujourd'hui toujours Jean-Luc Petit-Huguenin et sa famille, donc qui ont toujours été majoritaires et qui le sont toujours et qui ont vocation à le rester, et avec le sponsor d'investisseurs financiers plutôt long terme. Donc il y a eu tous les établissements bancaires français, il y a eu ensuite Groupe Arnaud. Là, vous venez d'accueillir Vauban. On a eu le FSI, aujourd'hui BPI, qui est toujours au capital. Et donc, depuis un peu plus d'un an, il y a Vauban, effectivement, qui nous aide, donc tous ces investisseurs financiers nous aidant à soutenir la croissance du groupe. On a pris 2 minutes pour en parler, c'est pas forcément le sujet, mais entreprise familiale, le private equity, notamment Minot a du bon. Bonjour, cher Benjamin Bourgarit, bonjour. Tu es M&A manager au sein de Pernod Ricard. Bon. Entreprise que nous connaissons, CAC 40, aujourd'hui vous détenez plus de 240 marques et vous avez une strate de croissance externe par prise de contrôle progressive, le partenariat, vous trouvez une marque qui vous plaît, on se rencontre, on commence à bosser ensemble et au fur et à mesure, en fonction j'imagine des cornerstones, des moments importants dans les BP que vous avez pu évoquer, vous montez un peu plus fort au capital. Exactement, c'est un modèle qu'on a mis en place sur pas mal d'opérations depuis 2016. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de faire la partie transactionnelle, vu que vous avez ce système de prise de contrôle bien particulière, tu es aussi PMI manager, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des gens qu'on reçoit sur le plateau, donc ce serait intéressant de revenir ensemble sur le sujet. Nous avons un quart d'heure ensemble, on va parler de beaucoup de sujets, on va dire, du marché. On va peut-être commencer justement par prendre un peu le pouls de vous, qui faites le marché côté corpo, côté conseil. On sait depuis le début de l'année 2023 que c'est pas la folie côté deal. On a moins 40%, moins 40, moins 50% en fonction des chiffres de la police ou des syndicats.
donc en volume. Pour autant, les corpos, du coup, trouvent une place plus importante dans le marché. Les fonds se retirent un petit peu. Voilà. Est-ce que, du coup, vous, ça a été une année particulièrement active quand même, puisqu'encore une fois, avec vos stratégies internes, vous êtes peut-être un peu moins tributaire du macro. Et est-ce que vous avez fait des deals récemment? Benjamin, peut-être? Alors, Pernod Ricard, nous, on a un exercice qui clôt au 30 juin. Donc, on a fait de loin, je pense, depuis l'acquisition d'Absolute, l'année record en termes d'investissement pour le groupe Pernod Ricard. On a investi à peu près 1,5 milliard. Donc, beaucoup d'acquisitions. On entre du coup dans une nouvelle phase, qui est une phase de digestion, d'intégration, de développement de ces marques au sein du réseau Pernod Ricard. Et sur une phase un petit peu moins acquisitive, mais du coup, on va regarder le portefeuille peut-être sur un autre angle, en cédant un certain nombre d'actifs qui sont moins stratégiques pour le groupe Pernod Ricard, toujours dans une logique de nettoyer les portefeuilles de marques pour permettre à nos filiales de se concentrer sur ces nouvelles acquisitions et vendre, céder des activités qui font pas partie du core business de Pernod Ricard ou qui sont moins stratégiques comparées au reste du portefeuille. Et je me retournerai vers toi. Plus tard, on parlera effectivement des sujets carve-out et arbitrage sur les actifs. Jérémy, du coup, qu'est-ce qui vous a occupé cette année chez Paprec que vous avez... Nous, je veux dire que le ralentissement ou le changement de paradigme du marché, on commence à le sentir maintenant, mais sur la première partie de 2023 et jusqu'à l'été, on ne l'a pas vraiment senti. Après, nous, on a une typologie de cible qui va de la petite PME familiale à un spin-off de grands groupes ou une participation de fonds. Donc, en fonction de l'interlocuteur et du cédant qu'on a en face, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, le ralentissement du marché, quelque part, quand vous êtes dans un deal de gré à gré avec un vendeur qui est une famille, quelque chose comme ça, nous, on n'a pas de problématique de financement parce que nos financements sont sécurisés chez Paprec. Donc, nous, on peut continuer à être très acquisitifs sur ces opérations-là. Donc, pour vous, même pas mal. Pas de changement. Donc, pour nous, pour l'instant, même pas mal. Par contre, on regarde évidemment les deals un peu différemment. On est quand même un peu plus... je vais dire qu'on est plus prévenant et on travaille un peu... On voit des valorisations qui commencent aussi un petit peu à ralentir, à atterrir. Donc, c'est un sujet, ça, Stéphane. On est quelque part un peu attentiste. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un sujet, ça, justement, le matching entre valo attendu de chaque côté. Dans un moment où le marché se corrige, forcément, le vendeur, lui, il dit oui, mais moi, pas trop quand même. Et l'acheteur essaie de jouer l'opportunité. C'est ce qui crée le ralentissement des process. On le voit, les process sont beaucoup plus longs. Pourquoi? Parce que les attentes des vendeurs sont encore à des niveaux très, très élevés, alors que les acheteurs ont déjà corrigé le marché. Mais peut-être deux commentaires sur le marché. Et une première statistique intéressante. Nous, chez Exelmans, historiquement, on avait un taux de service à 75%. C'est-à-dire, j'ai un appel, j'ai 100 appels, je peux en servir 75. Notre taux donc ça, c'était jusqu'à fin 2022. Notre taux de service, aujourd'hui, il est, on va dire, proche de 98%. Et quand on segmente ces 98%, historiquement, sur la part des missions qu'on avait, donc en due diligence, on avait 10% de missions issues des clients corporate, 90% des private equity. On a fait la statistique d'ailleurs avec madame qui est dans le studio. Cette année, et sur le début d'année 2023, la part des missions pour les clients corporate est passée à plus de 30% versus 70% pour les fonds de private equity. Donc il y a clairement une inversion de tendance. C'est-à-dire que le client corporate sont là, sont présents et scrutent le marché, ils veulent y faire des emplettes et ont compris qu'il y avait des opportunités pour faire des acquisitions sur des actifs stratégiques à des coûts un peu réduits. Et on va revenir justement sur les auctions, un peu les bastons entre fonds et corpos dans un instant. Béatrice, donc toi, tu es directrice éditoriale donc, de la partie finance chez Leaders League. Votre job à vous, avec ton équipe, avec Alexis Valero notamment, avec Céline Tony et avec Laura Guetta et avec notre cher Tom également qui est dans le studio, vous rencontrez quotidiennement les acteurs du conseil. Donc vous rencontrez les banques d'AF, l'ETS avec notamment des structures comme Exelmans, les lawyers. Qu'est-ce qu'on a comme retour de marché en small, en mid, en large? Ça ralentit vraiment ou il y en a quand même qui trouvent une année sympa? Alors oui, effectivement, merci Mathieu. Le ralentissement est évident. Comme disait Stéphane, il y a une grosse différence entre la partie private equity et la partie corporate. Le private equity, on ne peut pas dire qu'il a souffert au cours de ces dernières années. Il y a eu de très très beaux deals avec des valorisations qui étaient quasi irréelles. Donc là, il y a une correction qui se fait qui est finalement
une sorte de normalisation, parce que tous ces deals, il va falloir aussi les sortir. Les fonds d'investissement ont investi, mais il va falloir voir aussi comment ça se comporte, surtout sur la tech. Il y a aussi une différence entre le large cap, le mid cap et le small cap. Le large cap est évidemment beaucoup plus touché. On a vu beaucoup moins de deals. C'est l'arrêt total, là. C'est catastrophique, mais est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter? On verra bien. De toute façon, on va pas sortir la boule de cristal pour 2024. Mais oui, le large cap souffre sur le capital investissement. Le mid cap et le small cap, c'est pas non plus la panacée. C'est pas 2021, c'est pas le début 2022. Il reste quelques deals, mais c'est assez morose. Sur le M&A corporate, c'est moins difficile. Je pense, et ça, Stéphane, je vais me tourner vers toi, tu vas sûrement avoir une réponse. Ça vient aussi du financement, qui est peut-être plus facile sur le corporate que sur le private equity qui est en one shot. Est-ce que finalement, les corporates, ils sont pas un peu favorisés, alors que c'est si difficile de se financer aujourd'hui? Mais déjà, clairement, il y a moins de compétition. Donc forcément, quand il y a moins de compétition, les clients corporate, on les voit plus. Pourquoi? Parce que historiquement, les fonds de private equity étaient déchaînés, il y avait des actifs à déployer, il fallait faire des deals, il y avait des objectifs à atteindre. Donc finalement, dans un deal, quand on avait 4 fonds de private equity, souvent on mettait un corpo pour la forme. Or, aujourd'hui, ça s'est rééquilibré. Aujourd'hui, la plupart des deals qu'on voit, même quand il y a des fonds de private equity, il y a 50% de corpo. Clairement. Pourquoi? Parce que le corpo est un acteur important aujourd'hui. Il a accès à des financements de manière plus rapide, alors que sur une opération de deal private equity où il faut monter une opération dédiée, monter un financement dédié, c'est beaucoup plus long, avec des acteurs qui ne sont pas peut-être au fait des secteurs d'activité, alors qu'un corpo, il sait exactement ce qu'il va acheter. Quand un corpo, il achète une boîte, il y a dans 99% des cas, et vous n'allez pas me contredire, vous connaissez le concurrent que vous allez acheter, vous l'avez vu, il y a une compétition en face de lui, vous connaissez ses actifs, vous connaissez ses forces, vous connaissez son IP, donc ça va plus vite pour instruire les dossiers. On parlait de ralentissement tout à l'heure, que c'était plus long, donc ils vont plus vite, ils ont accès à des financements de manière régulière, donc ils font tourner leur ligne de financement, ils connaissent les secteurs, et puis ils ont compris également que forcément, même s'ils pouvaient baisser les prix, il y a quand même des prix psychologiques qu'on ne peut pas dépasser, et donc ils font la liquidité du marché, et c'est tant mieux. Oui, monsieur, sur la partie financement, Jérémy nous disait à l'instant, nous, on a refinancé au bon moment. C'est vrai, ceux qui sont refinancés fin 21, début 22, sont plutôt bien lotis, du coup, par rapport aux situations actuelles. Justement, donc, sur cette partie, quels sont pour vous les facteurs clés de succès sur les dernières auctions? Qu'est-ce qui vous a fait gagner? Parce qu'on parle des deals que vous avez pu faire. Si vous aviez des concurrents comme des fonds en face ou même des concurrents industriels, qu'est-ce qui vous a fait gagner dans votre modèle et qu'est-ce qu'on peut extrapoler comme key success factors dans le cadre de vos auctions? Moi, je dirais la rapidité. Et effectivement, le fait d'être un corporate, de connaître son concurrent, de connaître le marché, etc., ça donne une vraie longueur d'avance par rapport à un fonds qui va avoir besoin d'assimiler tout ça, qui va être probablement plus prudent sur un certain nombre de sujets. Et donc, je pense que le vrai facteur clé de succès, c'est la rapidité. Ouais. Et aussi, en corpo, si vous voulez, ça peut rassurer le vendeur de rapprocher sa boîte de quelqu'un du marché plutôt que d'un investisseur purement financier. Ouais, tu as raison, c'est un point que je n'avais pas évoqué, ça. Ouais, bien vu. Ouais. En primaire, il est certain que, les fonds ont peut-être un peu de travail de pédagogie à faire pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se frotter au private equity. Je suis complètement en ligne avec ce que disait Jérémy. Je pense que nous, ce qui nous a fait gagner sur nos dernières opérations, c'est la réactivité. Et en effet, le financement fait partie de ces enjeux. Le modulo à ça, c'est que les lignes de financement d'un groupe comme Pernod Ricard, nos taux d'intérêt ont aussi tendance à monter aussi. Donc, il y a une certaine prudence par rapport à ce qu'on avait pu connaître. On a des taux de coût moyen de pondéré du capital sur nos valorisations qui montent assez fortement chaque année. Donc, on a aussi un enjeu de valorisation et donc il faut réussir à matcher ces attentes vendeurs et nous, ce qu'on est prêt à payer en fonction de nos propres contraintes internes. Donc, réactivité, je suis assez d'accord aussi avec le profil rassurant d'un groupe corporate. Notamment, nous, on est aussi un actionnaire familial. Donc, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans la balance, notamment avec des entrepreneurs qui n'avaient pas forcément envie de vendre maintenant. Le fait d'avoir un groupe familial en face qui est là sur le long terme, à l'inverse d'un fonds qui est plutôt sur une logique court-termiste, rassure beaucoup de vendeurs, notamment en ce moment.
Merci Benjamin. On avait dit en introduction qu'on allait peut-être revenir sur les carve-out. Alors évidemment, on parle de financement. Donc quand ça va bien, on s'est refinancé, on a ce qu'il faut pour du coup mettre en œuvre la stratégie de croissance du groupe. Par contre, à l'opposé, si on a besoin donc de se financer de façon ponctuelle, on peut céder un actif. C'est aussi le côté sympa quand on a bien grandi et qu'on a fait beaucoup d'acquisitions. Aujourd'hui, toi notamment qui est sur la partie PMI et donc sur la partie strat, donc tu prépares peut-être des carve-out, des spin-offs à voir. Et vous êtes clairement à la manœuvre des deux côtés, acquise plus cession. On est clairement en ce moment ce qui nous occupe, et je le disais, on a fait une très grosse année, donc on sera certainement un peu moins acquisitif qu'on l'a été par le passé, mais on ne s'interdira pas des belles opportunités. S'il y a quelques pépites là qui passent, on sera dessus. Mais on a à délivrer ce qu'on a prévu et ce qu'on a vendu au conseil d'administration de Pernod Ricard. Je coupe juste les pépites, juste pour que le marché sache, sauf ce que tu peux nous dire. Qu'est-ce que vous achetez obligatoirement si ça passe sous vos yeux là en ce moment? Vous regardez vraiment? Voilà, on est dans une logique de premiumisation, donc des marques ultra premium sur des catégories dynamiques sur nos marchés, là aussi des géographies clés du groupe Pernod Ricard, les États-Unis, l'Asie, même l'Europe. On s'interdira certainement pas de regarder ce type d'actifs s'ils sont sur le marché et s'ils sont à vendre. Donc, on va dire sur les acquisitions un peu plus sélectifs. Sur les cessions, en effet, on est dans une logique, parce qu'on a fait aussi beaucoup d'acquisitions, de nettoyer un peu le portefeuille de marques de Pernod Ricard sur des marques dont le profil de croissance est un petit peu moins dynamique, on va dire, que le reste du portefeuille, et qui sont moins stratégiques pour nos stratégies de croissance sur différents marchés. Et là, du coup, pareil, est-ce qu'on peut déjà évoquer des segments qui seront peut-être moins core pour les années à venir? Des marques qui sont très locales et qu'on n'arrive pas du coup à internationaliser. Je pense que c'est clairement des profils de marques. Donc le mid-market local. Exactement, mid-market local, avec du coup les problématiques que tu mentionnais de carve-out, puisque souvent on est sur des portefeuilles un peu complets, donc il y a une nécessité de sortir cet actif pour le rendre vendable auprès des différents acquéreurs. Merci Benjamin. Jérémy. Alors moi, je réfléchis à ce qu'on aura acheté et dans lequel il pourrait y avoir une branche qui nécessiterait d'être vendue et jusqu'à présent, la problématique s'est jamais posée. On a une ou deux petites participations qui vont dire sont un peu en parallèle de l'activité de Paprec, mais s'en rapproche tout de même. Donc nous, aujourd'hui, on essaye plutôt de développer. Pour toi, Jérémy, que de céder. On est un peu coquin, c'est-à-dire qu'on se doute bien que vu que votre marché se consolide grave et que vous êtes en croissance, que vous n'avez pas forcément cédé. Par contre, peut-être que d'autres corporates doivent carve-outer certains actifs et que vous pourriez vous montrer acquéreur ou que vous avez pu vous montrer acquéreur. Tout à fait. Sur des grosses opérations de carve-out. On l'a fait effectivement à plusieurs reprises. Donc, on a racheté la branche déchets de la SOR, donc Coved en 2017. Il y a un peu plus longtemps, on a racheté la branche environnement France du groupe ISS. Donc ça, c'était en 2010. Et là, plus récemment, en Espagne, là, on est en train de finaliser l'acquisition d'un très gros acteur de la collecte et qui traite notamment une partie du marché de la ville de Barcelone et qui est l'incession de la partie environnement d'un groupe catalan. Et vous n'étiez pas dans les process pour un gros rapprochement type CAC 40 dans vos environnements voilà. On regarde toutes les opportunités qui passent. Non, on n'en a pas parlé avant. Je suis un peu méchant, mais non, mais on était évidemment dans les process. Après, toutes les branches qui ont été cédées sont plutôt revenues enfin, si vous parlez des Remedies de Veolia Suez, la grosse partie a été rachetée par Suez. Donc, qui avait un droit de priorité sur ses actifs. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on s'est positionné, mais où Suez nous est malheureusement passé devant. Vous êtes là avec des actionnaires long terme, avec une famille, vous aurez le temps de voir revenir ces actifs à n'en point douter. Probablement. Stéphane, quels sont les conseils que tu donnerais justement à des boîtes qui, en même temps qu'un delivery sur la strate de croissance et des acquisitions, doivent opérer des carve-out et des choix stratégiques? Est-ce que d'abord tu le vois et ensuite, comment être au four et au moulin? Ouais. Alors là, on a un sujet en ce moment qui est tout à fait intéressant. On a un groupe qui nous a confié une mission qui est de constituer un spin-off, donc d'activités rentables et non rentables, mais non-core business. Donc il y a une cession envisagée
de ces activités, je dis bien rentables et non rentables, hein, il y a des activités très rentables mais non core business, et en même temps, on est en train de procéder à des investigations sur des actifs très très stratégiques pour eux. Donc on le voit, donc on se déleste des actifs non stratégiques qui peuvent être rentables, encore une fois je le dis, pour effectivement capter des fonds propres. Après, utilisation de ces fonds propres en contrepartie pour acquérir des actifs très très stratégiques avec un peu de levier. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire on déleverage, donc on capte, on renforce les fonds propres, on fait de l'acquisition, on met un petit peu de levier, on garde une partie des fonds propres, on achète des actifs très très stratégiques qu'on va effectivement transformer avec, on le passe de sortie de groupe à entrée d'un groupe, restructuration, captation d'EBITDA. Donc ça veut dire l'effet est très intéressant. Et nettoyage de l'EBITDA si tu as réussi à caser une partie de l'activité qui était non rentable, c'est bien. C'est exact. Donc ça veut dire que oui, il y a de plus en plus de missions qui concernent cette sortie d'actifs non stratégiques. Et je vous dis, là, on en a une actuellement, c'est marrant qu'on en parlait hier récemment, elle est tombée là la semaine dernière. C'est un gros travail pour nous parce qu'on fait un dual track finalement. On fait cession d'un côté, acquisition de l'autre. Ouais, les carve-out remplacent la bourse. Et oui, de toutes les manières, il va y en avoir de plus en plus. Pourquoi? Parce que les groupes ont besoin effectivement de présenter des bilans avec des fonds propres forts. La liquidité, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut après capter de la liquidité sur des actifs non stratégiques, évidemment, et se recentrer sur les actifs stratégiques où on est bon, où on peut rationaliser, on peut restructurer pour refaire partir et être prêt quand la crise sera derrière nous. Sur le sujet carve-out, on termine rapidement. Merci beaucoup Stéphane. Béatrice, tu as organisé avec tes équipes l'Observatoire du carve-out en octobre. 2-3 takeaways de cet événement sur des gens qui sont venus parler, partager des choses, que ce soit sur la partie transaction, sur débrancher les fils. Bah écoutez, le carve-out, ça a clairement été un sujet qui a été... Tout le monde en parle. Hein. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est un événement qui a été énormément apprécié parce qu'il y a eu un monde fou qui est venu parce qu'en fait, tout le monde a envie d'avoir des tips pour savoir déjà comment faire un bon carve-out parce que c'est pas forcément une garantie, voire pour savoir comment faire le PMI après, parce que c'est bien gentil de sortir un actif non-core, mais une fois qu'il est dans la nouvelle structure, il faut aussi savoir l'intégrer. Donc, ça a fait l'objet de pas mal de débats et oui, pourquoi pas, en fait, dette, equity, carve-out, de troisième biais de financement. Moi, je trouve ça sympa et ça donne de nouvelles opportunités et puis ça dynamise le marché du M&A. C'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, évidemment. On ne s'est pas caché d'un marché 2023 plutôt, on va dire, flat pour les plus ambitieux, pour les plus opportunistes, pour ceux qui se débrouillent bien, mais sinon, au global, en volume, en valeur, un petit peu en baisse. Mais ce sont des opportunités pour les corporates qui se montrent actifs à l'acquisition, pour les corporates qui souhaitent du coup procéder à des arbitrages. Donc à la vente, à l'achat, il y a du monde. On arrive quand même à se financer. Le private equity n'est pas voué à mourir, loin de là. C'est une industrie qui emploie désormais un peu plus de 11 millions d'employés en Europe, qui est une classe d'actifs qui fonctionne. Et sur le financement, on arrivera aussi à se financer avec des méthodes un petit peu innovantes ou en tout cas en cession d'actifs, ou alors même avec des fonds de private debt qu'on salue qui sont aujourd'hui entre 12 et 15 000% et qui du coup travaillent bien, qui prennent le relais de la dette senior, le cas échéant, je plaisante évidemment, on est entre 11 et 12% maximum. Merci infiniment à tous d'avoir partagé ce moment avec nous, avec nos auditeurs sur le Dealmaker Show. Je vous remercie, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour notre deuxième émission sur le dossier spécial La relève du corporate M&A. Merci à tous, merci beaucoup. Merci Mathieu. à vous. Merci.